Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Big Talk où je suis très content de recevoir aujourd'hui Christophe Lassuy, qui est le CEO de Request Finance, une société spécialisée dans le paiement et la facturation de crypto. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Bah, très bien, ravi d'être avec toi. Donc aujourd'hui, juste petite question, moi je suis basé en France, mais il me semble que toi tu es basé à Singapour, c'est bien ça? Exactement. Je suis à Singapour, ça doit faire 6 ans maintenant. Ok. Oui, en fait, avant ça, j'habitais en Allemagne et avant ça encore aux États-Unis. J'ai pas mal bougé, mais j'aime beaucoup Singapour D'accord, mais t'es français, hein? et je suis français. Mmh. OK, super. Et bah, écoute, non, non, bah, très bien. Effectivement, c'est bon à savoir que, tu es à Singapour, parce que je pense qu'on en parlera aussi après. Alors aujourd'hui, on fait cette interview pour parler, tout simplement d'un rapport que vous venez de publier. Un rapport qui est très intéressant parce que, vous avez sondé, un peu plus et corrige-moi si je me trompe, 800, CFO, analystes et comptables, de l'univers, Web3, en fait, pour connaître leur salaire. Et finalement, les résultats sont assez intéressants. Donc voilà, moi l'idée c'est de voir avec toi pourquoi vous avez fait ce rapport, quels sont les résultats de ce rapport et en fait quelles sont les conclusions qu'il faut en tirer par rapport à ce que ça dit justement du Web3 et aussi peut-être des contrastes avec l'univers plus traditionnel. Mais avant de parler justement des résultats et peut-être de la méthodologie, j'aimerais tout simplement savoir pourquoi vous avez fait ce rapport et savoir si c'est le premier que vous avez mené. Alors, c'est pas tout à fait le premier, mais la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait et en particulier ce rapport, c'est qu'on a envie de faire en sorte qu'il y ait plus d'adoption de la blockchain, du Web3, des NFT, des cryptos. Parce qu'on croit en cette technologie, notamment pour le côté transparent, traçable, interopérable, au service des utilisateurs. Enfin, il y a Mmh. beaucoup de bonnes raisons et je suppose que tu en as aussi des bonnes raisons. Et en fait, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est déjà, est-ce que les gens ont besoin d'un rapport comme celui-ci? Bien sûr, en fait, ça manque. Il n'y a pas aujourd'hui de rapport sur la finance Web3 et leur salaire. Et Mmh mh. qui est en bonne position pour le faire? Bah, en fait, on est dans la meilleure position possible pour faire un rapport comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a une communauté de, maintenant un peu plus de 850 membres qui sont tous, des CFO ou des financiers, en tout cas, en corporate finance, dans des OK. projets Web3 ou très intéressés au Web3. OK, OK. Et parce qu'effectivement, donc Request Finance que tu as cofondé, Mmh. il y a maintenant, c'était quoi? Il y a 6-7 ans? Request Finance, exactement, ça fait un tout petit peu plus que 4 ans. OK, Mais lui-même, Request Finance, c'est plus ou moins une spin-off d'une société précédente. Et donc, ça d'accord. fait en tout, ça fait personnellement 10 ans que je suis dans le milieu des cryptos. J'avais commencé avec des transferts d'argent en utilisant le Bitcoin, où celui qui envoyait, celui qui recevait ne savait pas qu'ils utilisaient le Bitcoin. Donc, c'était Ouais. globalement des remittances. Et ça, c'était il y a 10 ans. Et avant ça, j'étais CFO moi-même, en fait. Et c'est aussi pour ça D'accord. qu'on fait beaucoup de choses dans le sens des CFO. OK, donc c'est pour ça que vous avez lancé, Request Finance et donc en fait vos interlocuteurs, si je comprends bien, dans les entreprises Web3 sont plutôt, bah, les profils, financiers parce que c'est avec eux, que vous travaillez pour, bah, tout ce Mmh. qui est, paiement, facturation en crypto-monnaie et alors, justement, ces 850, répondants, donc ces membres, du club, donc des CFO, et gestionnaires de Request Finance. Ils sont répartis partout sur la planète. Est-ce qu'ils sont davantage en Europe? C'est quoi, juste pour comprendre un petit peu en termes géographiques de qui on parle? En termes géographiques, ils sont dans 50 pays, Ok. mais oui, il y a 3 grosses zones, les États-Unis, l'Europe et Singapour. La Ok. France figure assez bien, et Ok. donc il y a en effet, pas mal de directeurs financiers, managers financiers qui, s'intéressent, aux cryptos, en particulier aux stablecoins, Mhm. pour faire des paiements et on en a bien sûr, on en a qui sont clients de Request Finance. Et on a aussi beaucoup de membres de ce club qui est finalement c'est un groupe Slack et c'est aussi un Ok. forum web où les gens ils échangent, ils se rencontrent. Donc la dernière fois qu'ils se sont rencontrés c'était à Austin pour Consensus.
OK. pour un petit déjeuner. Et donc, c'est très, très sympa. Un des clubs avec le meilleur taux d'engagement que j'ai connu, OK. on n'est pas loin de 30% de taux d'engagement, alors qu'une communauté, en théorie, c'est plutôt dans les 10-12%. OK. Juste l'engagement, vous le mesurez comment? En fait, on regarde quel est le pourcentage mensuel des membres qui interagit plus d'une fois. D'accord. OK, OK. Ouais, intéressant et bon, j'imagine que ça interagit plutôt en anglais, enfin, si c'est international, c'est davantage la langue, OK, On utilisée, a, on a aussi le français, hein, c'est Ah! possible, mais c'est principalement en anglais parce que D'accord. la plupart des canaux sont en anglais. Mais après, il y OK. a des zones, il y en a qui préfèrent l'espagnol ou le français. D'accord. Il y a des canaux pour ça. OK, OK. Non, non, mais intéressant et alors, justement, donc j'ai lu, votre rapport, il y a une trentaine de pages. Mhm. Il y a pas mal de chiffres qui ont, attiré mon attention, et je vais commencer par le titre. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de compensation. Alors, je sais très bien que c'est en anglais, donc il peut y avoir ce petit travers de, calquer, la traduction française sur compensation, mais Mhm. pourquoi compensation? C'est parce que c'est au sens large, c'est en fait tout ce que touche, finalement les CFO et autres gestionnaires dans l'univers Mhm. Web3, c'est bien ça? Exactement, finalement, c'est l'entièreté du package et même le moyen de réception de ce package. Parce que ce qui nous intéresse, c'est où est-ce qu'ils reçoivent leur package, comment, avec quels moyens. Et là, je parle de salaire fixe, salaire variable, stock options, mais aussi OK. token. Et donc, combien sont payés en stablecoin, combien sont payés en token volatile, combien sont payés en euros, en US dollars, et Ouais. puis les différences les uns avec les autres entre les différents genres et ainsi de suite. Ce qui OK. explique que c'est en effet un sujet plus large que juste le salaire, Mmh. et avec beaucoup de leçons intéressantes. Ouais et qu'est-ce qui, enfin, je veux dire, quand vous avez fait ce rapport, quand tu l'as lu, quel est, le chiffre qui t'a le plus marqué, peut-être le plus étonné? Alors ce que tu disais, c'est que, Mhm. ça n'est pas le premier rapport à proprement parler, mais disons que c'est peut-être celui qui est le plus, fouillé, dans ceux que vous avez pu, produire. Qu'est-ce qui retient le plus ton attention et peut-être d'ailleurs qu'il y a, plus qu'un chiffre qui a retenu ton attention? Eh ben, je commence parce que ça, c'est le troisième gros rapport qu'on fournit. Le premier, c'était le Web3 CFO Guide, donc le guide pour les Mmh. directeurs financiers liés au OK. Web3. C'était un guide où on avait fait intervenir 250 experts qui expliquaient tous les raccourcis, toutes les choses qu'il faut savoir, toutes les bonnes adresses. Ce guide, il est incroyable, mais c'était un très, très gros travail de recherche et OK. de transparence au final. Le deuxième, c'est le guide de trésorerie pour les directeurs financiers, qui expliquait un peu quoi faire, mais spécifiquement pour la trésorerie. Celui-là, c'est celui avec le plus de monde, avec, comme tu disais, plus de 800 répondants, qui donne beaucoup d'informations, et la somme des informations fait qu'on a beaucoup d'informations viables et assez Mmh. incroyables. Et il y en a deux vraiment que je trouve particulièrement euh, pleines d'impact. Une que je vais dire qui est rageante. Une nouvelle qui est rageante, en fait, c'est que les femmes ont Mmh. des packages qui sont plus de 50% en dessous des hommes. Donc le Ouais. Web3, c'est pire qu'ailleurs. Ouais, ouais. Et ça me fait sourire, mais ça fait pas sourire grand monde. Ça me fait sourire parce que je suis content d'avoir l'information, mais en vrai, c'est très rageant. Et surtout que nous, on est en contact avec les directeurs financiers, qu'ils soient hommes ou femmes, et on ne voit pas de différence de compétences ou d'expérience. Ouais, Euh, ouais. et encore une fois, ce que je dis, c'est à compétence, expérience égale. En tout cas, l'expérience, on l'a. La compétence, c'est juste ce qu'on voit. Et comment Et vous maintenant, expliquez juste pardon, hein, je me permets de t'interrompre, oui, mais comment vous bien sûr. expliquez cet écart abyssal effectivement? J'ai, les chiffres en tête, hein. C'est vrai que, même si ce sont des compensations, enfin voilà, des revenus au global très élevés, Mhm. on est, sur une moyenne autour de 100 000 pour les femmes et 150 000 pour les hommes. Comment on explique cet écart? Alors déjà, ce qui explique que l'écart soit encore plus grand qu'ailleurs, c'est probablement que les personnes en finance dans des projets Web3 viennent souvent de la tech, où les écarts sont déjà plus forts qu'ailleurs,
ils ont une augmentation en arrivant dans le Web3, et je vais en parler un petit peu. Et en fait, si on augmente 100 de 20%, et 80 de 20%, finalement, ça fait qu'agrandir les écarts. Donc ça s'explique juste naturellement. Mais il y a un autre sujet qui est plus culturel, mais qu'on n'étudie pas. Et ce sujet culturel, finalement, c'est un monde où il y a beaucoup d'hommes. La blockchain, c'est un petit peu, on va dire, technologique, un petit peu tourné sur l'argent et la valeur. Ça attire plus les hommes. C'est vrai, ça a toujours été le cas. Et donc, ça peut expliquer aussi qu'il y a un sentiment pro-masculin, en fait. Finalement, l'inverse de féministe, quoi. D'accord, mais effectivement, ce qui valide aussi, parce que bon, nous, c'est chez The Big Well un sujet qu'on suit beaucoup, c'est le manque de femmes. Et en même temps, quand on voit vos chiffres, et c'est vrai l'écart très important qu'il y a entre les hommes et les femmes en termes de revenus sur voilà, les gestionnaires financiers dans le Web3, on peut comprendre effectivement les griefs qu'il y a aussi contre le secteur. Petite question, comment faire pour j'allais dire, inverser cette tendance? Moi, j'aimerais bien en parler pour commencer. Enfin, en fait, faire en sorte que ce soit un sujet. Souvent, quand on parle du sujet, que ce soit un problème professionnel ou personnel, au final, on a tendance à le régler et donc en discuter. C'est un vrai sujet de savoir valoriser le salaire des femmes autant que des hommes à compétences et expériences égales. C'est un vrai sujet. Alors, c'est bien d'avoir une vraie politique en interne. À mon avis, en tout cas, c'est bien d'avoir une politique en interne, comme on le fait nous, en interne. En fait, il n'y a pas de différence, quoi. Et après, il y a quand même il y a une chose qu'on peut corriger. C'est que les employeurs qui se fient au salaire existant pour définir le salaire futur, finalement, ils ne font que perpétuer ce qui existe déjà comme différence. Alors qu'un employeur qui décide en avance quel va être le salaire, il peut le faire quel que soit le sexe. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, il y a aussi quand même la loi. Alors je sais que dans l'univers crypto, parfois la réglementation pose des problèmes, mais c'est vrai que là, on a un cas typique où effectivement la réglementation, je pense notamment à la France et à l'Europe, pourrait jouer, et surtout que la loi prévoit qu'il n'y a pas d'écart entre les hommes et les femmes, et ce qui est une très bonne chose. Ça, c'est effectivement le point vraiment noir de ce rapport. À l'inverse, si j'essaye aussi de Oui. voir les points justement très positifs qui sont mis en avant par votre rapport, finalement, on est mieux payé dans le Web3 que dans l'univers traditionnel. Exactement, c'est ce que je voulais traiter comme deuxième point. Finalement, dans le Web3, on est mieux payé. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est que dans le Web3, on est encore mieux payé que ce que j'imaginais. Et je vais expliquer. Il se trouve que les comptables, a priori, doubleraient, enfin plus que doubleraient leur salaire en travaillant dans le Web3. Je peux expliquer. Et il se trouve que les directeurs financiers, les VP Finance, eux aussi, ils augmentent leur salaire, mais dans des proportions plus raisonnables, de l'ordre de 15 à 50%. Et maintenant, pourquoi est-ce que les comptables ont tant d'intérêt finalement à aller vers le Web3? Il y a beaucoup de solutions pour le faire, hein, et on peut aider. Finalement, il y a beaucoup de technicité liée à la donnée. Et tout ce qui est sur Ethereum et les différentes chaînes, finalement, c'est beaucoup de réseaux de paiement qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser. Il faut utiliser des outils, eux aussi, qui ne sont pas forcément les plus simples, des outils de comptabilité et d'audit. Et il faut faire aussi bien que ce qu'on demande habituellement. On peut faire mieux dans le futur parce que la blockchain, finalement, c'est une technologie de comptabilité. Mais là, l'état des lieux aujourd'hui, c'est que c'est difficile et technique. Et les comptables plutôt Web3 que je connais sont d'extraordinaires techniciens, parfois très à l'aise avec la technologie. Maintenant, ça devient de plus en plus accessible. Je pense que ça devient accessible à peu près à tout le monde, et que c'est une très bonne raison pour que les personnes avec de l'expérience en compta décident de s'intéresser au Web3 davantage. D'accord. Et alors justement, vous, dans les membres, enfin je veux dire les CFO, comptables avec lesquels vous travaillez, ce sont ce qu'on appelle des crypto-natifs, ou alors est-ce qu'il y en a de plus en plus qui viennent
de l'univers traditionnel et qui se disent justement, j'ai envie de travailler dans les cryptos et il y a des opportunités très intéressantes? On a les deux. On a les deux et c'est assez excitant parce que en fait, on a à la fois des directeurs financiers dans des sociétés comme The Sandbox ou Decentraland ou AV qui, eux, ont un côté très crypto-natif et ils ont une connaissance assez incroyable. Et on a aussi des personnes qui viennent de sociétés, je vais pas citer, mais par exemple Stripe, que je cite pas, je parle pas de Stripe, je parle d'une autre, mais en fait de sociétés de ce genre de taille-là qui ont envie d'apprendre davantage sur les cryptos et qui rejoignent le club pour cette raison-là, et des fois qui deviennent même clients de Request Finance pour ces raisons-là. Maintenant, en fait, on aide les CFO et les comptables presque quels que soient leurs besoins. Et donc, à partir du moment où ils sont dans le club ou dans notre réseau, on a sûrement une opportunité à un moment donné de les aider, soit avec des services ou des contenus gratuits, soit avec les outils qu'on construit. Et pour rester sur cette tendance où justement dans le Web3, on est mieux payé que dans l'univers traditionnel, je veux dire à poste égal quand on est donc soit comptable, soit directeur financier. Est-ce que on est justement sur des profils qui sont différents? Moi aussi, ce qui a retenu un peu mon attention dans le rapport, c'est finalement, j'allais dire presque le relatif jeune âge de beaucoup des répondants. De mémoire, hein, l'âge moyen est de 37 ans pour vos répondants. Et c'est vrai que vous soulignez le fait que c'est une moyenne qui est inférieure à celle qu'on peut constater dans la population moyenne des CFO comptables. Comment vous l'expliquez? C'est le fait que ce soit très tech et qu'on sait très bien que beaucoup d'investisseurs dans la crypto sont plutôt jeunes. À chaque fois qu'on voit des chiffres, on sait que dans la population, ce sont davantage les 18-35 ans qui sont très présents. Est-ce que c'est ça qui explique le fait que beaucoup de financiers dans la crypto soient jeunes? Alors, on n'a pas toutes les données pour expliquer la situation actuelle, mais la situation actuelle, c'est en effet que la moyenne d'âge des répondants, et on a quand même une belle proportion de répondants, est de 37 ans. Et c'est vrai, c'est ce qu'on voit. Des fois, on est très surpris par l'âge des personnes avec qui on interagit. C'est la tech. C'est la tech, et je dirais même plus avec l'intelligence artificielle. Il y a des jeunes de 18 ou 20 ans, certains qu'on embauche même, qui ont gagné 10 ans d'expérience en apprenant à utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, aparté fait, aujourd'hui, quand quelqu'un a appris dans ses 20-25 ans à utiliser la blockchain, le temps qu'il soit diplômé d'une école de commerce ou d'une école de compta, finalement, il devient quelqu'un avec énormément d'avance et il peut dépasser les salaires, en tout cas, de ses copains qui restent dans l'industrie traditionnelle. Moi, mon message, finalement, c'est que allez-y, n'hésitez pas. Rentrez dans des jobs et des projets Web3. Hein. Ça peut être un projet Web3 chez LVMH ou Prada, hein, il y en a. Et c'est ça le futur, c'est là où ce sera le plus intéressant, c'est là où on construit tout. On construit les outils, on construit notre savoir, on construit des nouveaux process qui sont encore plus efficaces que ceux d'avant. Et c'est méritant en quelque sorte. Hein. C'est ce côté innovant avec beaucoup plus de connaissances que d'autres qui peuvent avoir 20 ans de plus. Et malgré tout, finalement, des salaires qui ont l'air supérieurs. Ok. Et bon, il y a effectivement ce point qui est très important. On note quand même, pour revenir, parce qu'à chaque fois, il y a des histoires de disparité. Donc, on l'a vu, on en a parlé, il y a effectivement cet écart abyssal entre les hommes et les femmes. Il y a aussi un écart abyssal, alors qui est plus compréhensible, même s'il étonne, qui est celui finalement qu'on constate entre les États-Unis et le reste du monde. Alors on sait qu'on est très bien payé aux États-Unis, mais c'est quand même du simple au double entre l'Union européenne et les États-Unis, et c'est même plus que le simple au double entre la France et les États-Unis. Est-ce que ça vous a étonné, hein? Pareil, on est à un peu plus de 100 000 $ en moyenne en France, et on dépasse les 230 000 $ aux États-Unis. Pourquoi?
Personnellement, ça m'a pas étonné parce que dans mon rôle de CEO, parfois, quand on veut embaucher des gens à un certain poste, on se rend compte de ce qu'ils demandent et ce qu'ils touchent actuellement. Maintenant, pourquoi et comment est-ce qu'on explique ça? Je pense que c'est pas explicable par la compétence ni même par l'expérience pour la plupart des fonctions. C'est explicable par le marché. Le marché aux États-Unis est comme ça. Bon, il y a un vrai gros message d'espoir quand même. C'est il y a des gros écarts. Et d'ailleurs, c'est encore pire avec l'Amérique latine, par exemple. L'Amérique latine qui est très, très en dessous. Mais il y a plus en plus de jobs qui sont disponibles. Et d'ailleurs, il y a pas mal de jobs qui sont disponibles à l'intérieur du club, exclusivement pour le club. Des vraies grosses opportunités qui sont remote. Dans les entreprises crypto, dans des entreprises crypto. Souvent dans des entreprises crypto, en tout cas pour des projets Web3, toujours. Okay. Et c'est des jobs à faire à distance, en fait. Et à distance, les salaires sont bien supérieurs, finalement, à la moyenne européenne. Et donc, en fait, on est en train d'assister à un phénomène où, quand on travaille à distance, on a un salaire plutôt juste par rapport à nos compétences et notre expérience, plutôt que travailler localement. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Je connais des Américains qui travaillent pour des boîtes européennes ou des Européens qui travaillent pour des boîtes américaines, finalement, avec des salaires qui ne sont pas forcément très, très différents. Okay. Et donc, ça devient intéressant. Ça devient intéressant comme mode de travail. D'accord, mais donc, par exemple, à suivre ton exemple, ce serait un Français ou un Espagnol qui travaille pour une boîte crypto américaine et qui aurait effectivement un salaire qui correspondrait à ce qu'on observe aux États-Unis, c'est bien ça? Qui correspondrait à un travail remote ou à distance, et donc un petit peu en dessous des États-Unis, mais supérieur à des salaires européens. Ok. Et effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que, pareil, un chiffre assez impressionnant, il y a plus d'un CFO ou comptable dans le Web3 qui est remote. C'est-à-dire qu'on imagine justement que, vu l'importance du poste, on serait plutôt sur des profils qui sont, j'allais dire, au sein de l'entreprise. Mais en même temps, on le sait bien, dans le Web3, de plus en plus d'entreprises, et je pense que c'est le cas pour vous, et c'est aussi le cas chez The Big Well, on n'a pas forcément vocation à être tous dans le même bureau, au même endroit. Est-ce que effectivement, ce chiffre vous a surpris quand on voit plus de 50% de gens qui travaillent en télétravail et full-time, hein, je précise. C'est pas un peu de télétravail, c'est vraiment full-time télétravail. Exactement, c'est 59% qui travaillent full-time en télétravail. Et en dehors de ces 59%, il y en a quand même beaucoup qui travaillent des fois en télétravail. Et donc, ça fait 92% au total à travailler en télétravail, partiellement ou complètement. Pour le coup, cette partie-là n'est pas du tout surprenante parce que nous, quand on parle à des sociétés et à leur directeur financier, on se rend compte qu'ils ont une société basée, par exemple, en Suisse, avec une personne qui est basée en Angleterre et des employés sur 3 continents. Donc, ça n'a absolument rien de surprenant, en particulier dans le Web3 et beaucoup dans la tech, au final. Il y a vraiment beaucoup de télétravail. Ok. Et alors justement, chez Request Finance, vous êtes combien et répartis comment? Nous, on est un peu plus que 30 personnes dans 15 pays différents. Wow. Et fully remote, voilà, complètement en télétravail. On a des personnes en Macédoine du Nord, en Indonésie, en Argentine, au Brésil, et on travaille en essayant d'utiliser les avantages du travail à distance et du décalage horaire. Ce que ça veut dire, en fait, c'est dire que moi, en étant à Singapour, je peux me synchroniser avec quelqu'un d'autre basé en Europe, par exemple, pour que lui travaille la nuit et moi, je reprenne du travail le lendemain matin quand je me réveille. Et finalement, il n'y a pas de pause. Et on peut aller beaucoup plus vite comme ça. Et si on se concentre pas à faire justement les efforts qu'il faut pour être plus efficace, alors on peut avoir des inconvénients du télétravail et du décalage horaire. Voilà. Ok. Et alors, en termes de paiement, quand vous avez vu les résultats du rapport par rapport à ce qui se passe chez Request Finance, vous êtes au-dessus, finalement, vous payez mieux, vous êtes mieux disant, ou alors vous vous situez dans la moyenne? Pour le coup, j'ai pas regardé. j'ai pas regardé à quel niveau on se situait. Mais Request Finance, c'est une société française, et par rapport au marché français, on est bien entendu au-dessus. Surtout, en fait, nous, la façon dont on
calcule les propositions salariales et notre grille salariale, c'est 20% au-dessus du marché tech. Et on regarde avec un raisonnement remote. Donc en fait, on se situe entre le niveau européen et le niveau américain. Et on fait ça pour à peu près tous les pays. Ok. Et non, mais c'est ok, très bien. Et justement, bon là, on a quasiment abordé tous les points du rapport. Moi, il y en a peut-être un, et c'est celui sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, parce que j'ai trouvé très intéressant. Moi, honnêtement, quand j'ai vu la composition justement des revenus des comptables CFO, j'ai été assez étonné de voir que, en fait, il y avait une grande majorité de paiements en fiat. Moi, naïvement, je me disais, bon, bah, on est sur des profils qui sont crypto-friendly, qui touchent à ces sujets tous les jours, qui travaillent dans des entreprises crypto. Donc, voilà, être payé en crypto ou même en stablecoin, ça avait du sens. Et en réalité, aujourd'hui, la grande majorité est payée en fiat. Je dis ça en même temps chez De Big Well. Nous sommes payés en fiat. De Big Well a des cryptos en trésorerie. Ça nous arrive de payer quelques contrats, choses comme ça en crypto, mais c'est vraiment la marge. Pareil, comment expliquer peut-être ce décalage entre l'idée qu'on se fait de l'usage des cryptos et en même temps la réalité où on voit que c'est beaucoup de fiat? Oui, alors ça m'attriste un petit peu parce qu'avec Request Finance, justement, on aide à faire les choses proprement en ligne avec les régulations pour qu'il y ait des paiements en crypto. C'est principalement des paiements en stablecoin. C'est 60% des paiements sont en USDC, USDT et DAI, notamment. Mais même nous, en interne, tout le monde ne reçoit pas des monnaies stables. Certains d'entre nous reçoivent quand même de l'euro, de l'US dollar ou d'autres monnaies. Ce qui est sûr en ce qui concerne notre propre activité, c'est qu'on paye quasiment 100% en crypto. On utilise notre propre outil et certains reçoivent des cryptos, d'autres reçoivent des fiat. Ça, c'est l'outil qui le permet. Ça, c'est génial, hyper pratique. On a beaucoup de trésorerie en crypto, c'est super. Maintenant, il y a la question des répondants. Et les répondants, c'est là où finalement je suis un petit peu déçu, ou en tout cas, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Bon, c'est pas zéro parce que c'est 42%. 42% d'entre eux sont payés en crypto. Donc, c'est déjà pas si mal. Mais pas intégralement. Pas intégralement. Ouais, pas toujours intégralement. Ouais. Si on veut une vraie grande adoption, il faut régler un vrai grand problème. Et pour le coup, il y a 58% d'entre eux qui ne voient pas une vraie grande solution à un problème avec les cryptos. La musique n'est pas la même avec des pays comme l'Argentine, le Nigeria ou la Turquie, en fait des pays où il y a une grosse hyperinflation et ils ont besoin d'être payés, si possible, dans des monnaies stables, voire même en crypto volatile, parce que c'est moins pire que leur monnaie fiat. Voilà. Bon, je me permets de rebondir, pardon Christophe, je me permets de rebondir là-dessus, mais il y a 2 ans, j'étais en Argentine, donc au moment du lancement de The Big Whale, et je me souviens très bien, je discutais avec beaucoup d'Argentins à Buenos Aires, et effectivement, j'ai vraiment été marqué par le nombre de témoignages d'Argentins qui me disaient même préférer être payés en, je cite, shitcoin plutôt qu'en pesos, parce que l'inflation est tellement importante que même des crypto-monnaies, j'allais dire, de faible qualité, étaient plus intéressantes pour protéger son épargne que la monnaie nationale. Exact. Et là, dans ce genre de cas, on peut être sûr qu'ils utilisent des cryptos. Et leur employeur ou leurs clients, ils vont vouloir faire les choses proprement. Et c'est là qu'ils font appel à Request Finance. Ce que je pense, c'est qu'on est au tout début de cette adoption. Et il suffit de quelques petits déclencheurs pour donner confiance. Finalement, il suffit d'une petite déclaration ou d'une petite attestation d'un avocat. Nous, on a tout ça, en fait. Donc, on est confiant dans notre propre utilisation des cryptos. Et imaginez une boîte listée au CAC 40 qui se dit, bon, j'ai des gens à payer dans 90 pays. Ça me coûte en moyenne 1,5%. Les transferts, ils mettent 7 jours à arriver. Et des fois, ils n'arrivent pas. Des fois, c'est beaucoup plus long ou ainsi de suite. Est-ce que ce ne serait pas plus simple pour moi de faire tout en crypto, par exemple en une crypto stable basée sur l'euro, par exemple? Oui, bien sûr que c'est plus intéressant. Et là, ils sont déjà finalement en train d'étudier avec des avocats fiscalistes, avec en fait
à essayer de comprendre dans quelle mesure on peut vraiment le faire et toujours être dans les normes juridiques et pas se complexifier la vie. Et c'est ce que On vous est, faites aujourd'hui? Aujourd'hui, pardon, vous accompagnez comme ça des grands groupes? Parce que c'est vrai que on a souvent tendance à imaginer les acteurs crypto, notamment comme Request Finance, un peu en vase clos, à travailler uniquement avec les acteurs crypto. Mais finalement, si on devait, tu vois, donner une proportion à votre activité avec des entreprises non crypto, ça représente, je sais pas, 10, 20, 30% de vos clients, ou on en est encore loin? on n'est pas loin des 20%. Ok. Donc, Request Finance, c'est assez simple. Il y a 20% des clients qui sont plutôt Web 2, 80% des clients qui sont plutôt Web 3. Et les 20% des clients plutôt Web 2, ils participent plutôt à 80% du volume. Donc, en fait, ils ont beaucoup plus de fonds à envoyer. Et nous, ce qu'on fait de temps en temps, en fait, c'est qu'on on les met en relation avec Deloitte ou PwC, qui sont des grandes boîtes de conseil et d'audit, pour les rassurer en leur disant, bah voilà, vous allez gagner énormément, parfois des dizaines de milliers ou des centaines de milliers sur les frais bancaires, en plus d'avoir des process efficaces, en plus d'avoir des process de paiement qui font plaisir aux personnes qui reçoivent l'argent. Et on veut vous rassurer en vous mettant en contact avec des gens qui garantissent que c'est OK de le faire. Il n'y a pas très longtemps, à Vivatech, on a eu l'honneur d'avoir PwC qui explique que Request Finance travaille avec Ledger Entreprise et finalement aussi avec PwC, justement pour rassurer les différents acteurs qui veulent se lancer. Je pense qu'il y a un vrai avantage comparatif à s'y avancer de façon prudente dès maintenant. Ok, non, non, mais très clair. On arrive à la fin de cette interview. Bon, l'année prochaine, j'imagine que vous allez publier une nouvelle fois un rapport. Est-ce que ce sera à peu près sur la même thématique? Et surtout, si c'est le cas, quel chiffre, et là je suis désolé, il faudra en choisir un seul, mais tu aimerais bien voir, je ne sais pas moi, progresser, s'améliorer par rapport à ceux de 2024? Je suis plutôt confiant sur le fait, déjà, que si on faisait le même rapport l'année prochaine, on aurait peut-être 10 fois plus de répondants. Donc, une étude encore plus intéressante d'un point de vue échantillon. C'est déjà parfait, mais on voit le nombre de membres qui augmente, le nombre de directeurs financiers dans le Web3 qui augmente. Maintenant, je me dis, j'aimerais bien voir la proportion d'utilisation des cryptos augmenter. Ça dépend de nous, ça dépend de vous, ça dépend des gens qui partagent sur le sujet, qui font en sorte que ce soit un sujet OK, en fait. C'est plus un gros mot. Moi, il y a 10 ans, c'était un gros mot de parler de Bitcoin. Voilà. Clairement, Il y a c'est même, plus un gros mot il y maintenant. a même encore quelques années, hein. Voilà. Il y a 10 ans, j'étais à un café en Suisse à parler avec un investisseur, un angel investor, pour justement qu'il investisse dans notre projet. Et on faisait des remittances. Et il disait, c'est incroyable, c'est génial, c'est incroyable, c'est génial. Et à la fin, il me dit, mais comment vous faites? Et je dis, bah, on utilise le Bitcoin et personne ne le sait. Il dit, ah non, pas ça. Et il s'est levé et il est parti. Voilà. Et c'est très représentatif de ce que c'était, encore comme tu le dis, il y a quelques années. Bah là, maintenant, Bitcoin, c'est plus un gros mot, c'est un ETF. Donc, on peut se rassurer, on peut s'avancer dans le milieu. Ok, alors bah super, bah merci beaucoup pour cet échange. Je pense qu'on a bien couvert le rapport donc, que vous venez de publier, que je vous recommande vraiment d'aller lire parce qu'il est à la fois complet et en même temps, il y a pas mal de graphes qui permettent de bien voir en fait quels sont les quelques chiffres à retenir. Et puis, bah, on se tient au courant, Christophe, et on se croisera sûrement à Singapour dans les semaines et les mois qui viennent. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.